Il existe des gestes si anciens, si profondément enracinés dans la mémoire de l'humanité, que même aujourd'hui, dans ce monde saturé d'écrans et de rationalité, ils continuent de surgir spontanément du fond de notre être, cracher par-dessus son épaule gauche, tremper les doigts dans l'eau avant d'entrer dans une maison, murmurer quelque chose dans un verre avant de le tendre à quelqu'un que l'on aime ou que l'on craint. Ces gestes ne sont pas des superstitions naïves. Ils sont les survivances visibles d'un langage que l'humanité parlait bien avant d'avoir inventé les mots. Et Carl Gustav Jung, l'un des psychologues les plus profonds que le monde occidental ait jamais produit, n'aurait pas balayé ces pratiques d'un revers de main. Au contraire, il y aurait vu quelque chose d'essentiel, quelque chose que notre époque, dans sa hâte de tout expliquer, a presque oublié de regarder en face. Peut-être avez-vous entendu parler de rituels liés à la salive et à l'eau comme moyen de se protéger, de renvoyer le mal à celui qui l'a envoyé, ou d'attirer quelque chose de bon vers soi. Dans certaines traditions populaires de France, de Grèce, d'Afrique du Nord, d'Amérique latine et d'Asie, la salive est considérée comme une substance chargée d'une énergie propre à celui qui la produit, une sorte d'empreinte psychique et physique de l'individu. L'eau, quant à elle, est universellement perçue comme un miroir de l'âme, un réceptacle du monde intérieur. Ensemble, elles forment un symbole d'une puissance extraordinaire. Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas de valider ou d'invalider ces pratiques en tant que magie littérale. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles révèlent de la psyché humaine, et pourquoi Jung, en particulier, nous offre des outils inestimables pour comprendre ce que ces rituels touchent en nous, si profondément, si viscéralement, depuis des millénaires. Pour Jung, il ne pouvait exister aucun symbole universel sans racine dans l'inconscient collectif. Cette notion, l'une des plus célèbres et des plus mal comprises de toute l'histoire de la psychologie, désigne une couche profonde de la psyché humaine que nous partageons tous, indépendamment de notre culture, de notre langue ou de notre époque. L'inconscient collectif ne contient pas des souvenirs personnels, ni des expériences vécues par un individu en particulier. Il contient des structures, des formes, des dispositions à réagir et à représenter certaines réalités fondamentales de l'existence humaine. Jung les appelait des archétypes, et il les considérait comme des matrices psychiques héritées, des moules invisibles qui façonnent nos rêves, nos mythes, nos peurs et nos désirs les plus profonds, à notre insu. Parmi ces archétypes universels, 2 ont une résonance particulière avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. L'archétype de l'ombre et l'archétype des eaux primordiales. L'ombre, dans la psychologie analytique de Jung, est cette partie de nous-mêmes que nous refusons de regarder, que nous rejetons, que nous nions, parce qu'elle contient tout ce que nous ne voulons pas être. Elle rassemble nos peurs, nos impulsions que nous jugeons inacceptables, nos blessures non cicatrisées, nos jalousies, nos rancœurs, nos désirs honteux et tout ce que nous avons appris à cacher au monde et à nous-mêmes depuis l'enfance. Et voilà quelque chose d'absolument fascinant. Lorsqu'une personne parle d'un ennemi qui lui a envoyé du mal, d'une énergie négative qui pèse sur sa vie, d'une malédiction ou d'une mauvaise volonté extérieure, il est probable que ce dont elle parle en réalité soit, au moins en partie, une projection de sa propre ombre. Non pas que la malveillance des autres n'existe pas. Elle existe, et Jung ne l'aurait jamais nié. Mais la psychologie analytique nous invite à nous poser cette question inconfortable. Ce que je perçois comme venant de l'extérieur vient-il vraiment entièrement de là? Ou est-ce que je lui prête une partie de ce que je n'ai pas encore osé regarder en moi-même? Je voudrais faire une pause ici et vous poser une question sincère. Avez-vous déjà ressenti qu'une certaine personne dans votre vie semblait vouloir vous faire du mal, vous affaiblir, vous porter la poisse comme on dit, et que cette conviction vous habitait au point d'influencer vos décisions, vos humeurs, votre façon de vous voir vous-même? Si cette expérience vous parle, écrivez dans les commentaires. Je reconnais ma propre ombre. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à comprendre qu'il n'est pas seul dans cette exploration et que regarder l'obscurité en face est toujours un acte de courage. Revenons maintenant à l'eau. Dans la quasi-totalité des traditions symboliques et mythologiques que Jung a étudiées tout au long de sa vie, l'eau représente l'inconscient lui-même. Elle est le domaine de tout ce qui est fluide, changeant, insaisissable, profond et potentiellement dangereux. Les mers, les rivières, les lacs et les puits apparaissent dans les rêves comme des invitations à plonger dans les zones obscures et inexplorées de la psyché. L'eau peut emporter, noyer, purifier ou régénérer. Elle est ambivalente comme l'inconscient lui-même, à la fois source de vie et lieu de dissolution. Dans les mythologies du monde entier, les héros doivent traverser des eaux pour atteindre une vérité plus grande, pour mourir symboliquement à ce qu'ils étaient et renaître à ce qu'ils peuvent devenir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'expression d'une réalité psychique fondamentale, commune à tous les êtres humains,
qui s'exprime à travers le langage des symboles. Et la salive? Dans de nombreuses cultures, la salive est perçue comme une extension de l'âme du corps. Elle contient quelque chose de l'identité profonde de celui qui la produit. Dans l'Antiquité, cracher sur quelque chose ou quelqu'un avait une valeur rituelle considérable. Dans la Bible, Jésus utilise de la salive pour guérir un aveugle. Dans les traditions africaines et méditerranéennes, la salive de la mère protège l'enfant. Dans les rites de passage de nombreuses sociétés, cracher dans l'eau ou sur une surface naturelle est un acte d'affirmation de soi, une déclaration symbolique de présence dans le monde. Psychologiquement, ce que ce geste exprime, c'est quelque chose que Jung aurait reconnu immédiatement. L'affirmation du soi individuel face aux forces qui menacent de le dissoudre ou de le soumettre. Le soi, avec un S majuscule, est l'un des concepts les plus complexes et les plus beaux de toute la psychologie analytique. Pour Jung, le soi n'est pas l'ego, cette instance consciente qui croit gouverner nos pensées et nos choix. Le soi est le centre total de la personnalité, la somme de tout ce que nous sommes, conscient et inconscient, lumière et ombre, ce que nous montrons et ce que nous cachons. L'individuation, ce processus de toute une vie par lequel un être humain cherche à devenir pleinement lui-même, consiste précisément à établir une relation vivante, consciente et honnête entre l'ego et le soi. Et lorsqu'une personne réalise un geste rituel comme verser sa salive dans l'eau pour renvoyer quelque chose à un ennemi, elle accomplit symboliquement un acte qui concerne ce processus. Elle affirme sa propre existence. Elle délimite une frontière entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Elle reconnecte son monde intérieur à des forces plus grandes qu'elle, et elle exprime quelque chose qui dépasse les mots. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, et Jung nous y aide avec une précision admirable. La frontière entre soi et l'autre, entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur, n'est jamais aussi nette que notre esprit rationnel aimerait le croire. Nous projetons constamment sur les autres des aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas. Nous prêtons à ceux que nous appelons nos ennemis des intentions, des pouvoirs et des caractéristiques qui correspondent souvent, au moins partiellement, à des parties de notre propre psyché que nous n'avons pas encore intégrées. Ce mécanisme que Jung appelait la projection est l'un des phénomènes psychologiques les plus universels et les plus sous-estimés de l'existence humaine. Nous ne voyons jamais autrui tel qu'il est vraiment. Nous voyons toujours un mélange de la réalité de l'autre et du reflet de notre propre intériorité. Cela ne signifie pas que les ennemis n'existent pas. Cela ne signifie pas que les personnes malveillantes ne font pas de mal réel. Cela ne signifie pas que la souffrance causée par autrui est une illusion ou une simple construction mentale. Jung était assez sage pour ne jamais tomber dans ce genre de relativisme naïf. Mais ce qu'il nous invite à faire, c'est de regarder aussi en nous-mêmes, chaque fois que nous sommes envahis par un sentiment d'hostilité, de menace ou de malédiction venant d'une direction extérieure. Parce que dans cet espace de regard intérieur, quelque chose de précieux peut surgir. La compréhension que l'énergie que nous attribuons à l'ennemi est souvent une énergie que nous n'avons pas encore appris à habiter en nous-mêmes. Imaginez une personne qui se sent constamment sabotée, que ce soit dans ses projets professionnels, dans ses relations amoureuses, dans ses tentatives de croissance personnelle. Elle a l'impression que quelque chose ou quelqu'un se dresse toujours sur sa route pour la faire trébucher. Elle commence à chercher des rituels de protection, des moyens de se défendre, de renvoyer cette mauvaise énergie. Ce mouvement est compréhensible et il n'est pas entièrement sans valeur. Mais Jung nous poserait une question différente, une question plus intérieure. Qu'est-ce que tu n'as pas encore regardé en toi-même? Quelle partie de toi continue de provoquer, d'attirer ou de tolérer ces situations? Quelle blessure ancienne, quel complexe non résolu, quelle croyance héritée de ton enfance continue d'agir comme un aimant pour certains types de conflits? Un complexe, dans le sens jungien du terme, n'est pas simplement un problème psychologique au sens courant du mot. C'est une constellation de représentations, d'émotions et d'images regroupées autour d'un noyau thématique chargé d'émotions, qui agit de manière autonome dans la psyché, souvent à notre insu. Les complexes sont formés par des expériences difficiles, des traumatismes non intégrés, des schémas relationnels répétitifs, des messages reçus pendant l'enfance sur ce que nous valons, ce que nous méritons, ce qui est possible pour nous. Et lorsqu'un complexe est activé, nous cessons partiellement d'être nous-mêmes. Quelque chose en nous prend les commandes et nous réagissons d'une manière qui peut nous surprendre, nous embarrasser, ou que nous ne comprenons pas entièrement après coup. C'est là que l'image de l'eau et de la salive prend tout son sens symbolique le plus profond. L'eau, dans le rêve et dans le rituel, est le territoire des complexes. Plonger dans l'eau, c'est risquer de rencontrer ces forces autonomes de la psyché. Mélanger sa salive à l'eau, c'est introduire sa propre essence consciente dans ce territoire mouvant et imprévisible. C'est une façon de dire « je suis là, je ne me laisse pas dissoudre ».
je ne disparais pas dans les profondeurs. Et renvoyer quelque chose par l'intermédiaire de l'eau, que ce soit symboliquement ou rituellement, c'est une façon de délimiter une frontière psychique, de dire à l'inconscient et au monde « voilà ce qui m'appartient, et voilà ce que je rends acquis de droit ». Jung a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'alchimie, non pas comme une protochimie médiévale naïve, mais comme une projection remarquablement riche de l'inconscient collectif sur la matière. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Mais ce qu'ils décrivaient à travers leurs images et leurs symboles était, selon Jung, le processus de transformation intérieure de la psyché humaine. L'eau apparaissait sans cesse dans ces textes alchimiques comme l'aqua mercurialis, l'eau de mercure, à la fois dissolvante et unificatrice, capable de séparer ce qui est mélangé et de mêler ce qui est séparé. Elle était la substance même du changement, le médium dans lequel toute transformation devenait possible. Ce n'est donc pas un hasard si, dans tant de traditions du monde, les rituels de protection, de purification, de renvoi du mal et d'attraction du bien utilisent l'eau comme support principal. L'eau est psychologiquement le symbole le plus naturel et le plus puissant du processus de transformation intérieure. Lorsque quelqu'un plonge les mains dans l'eau en pensant à un ennemi, en y mêlant symboliquement sa propre présence par la salive ou par le souffle, il réalise un acte qui, au niveau symbolique, concerne toujours son propre intérieur. Il cherche à établir une frontière entre son territoire psychique et ce qui le menace. Il tente de récupérer une énergie qui lui a été volée ou qu'il a lui-même projetée. Il essaie de retrouver un centre, un équilibre, une sensation d'être à nouveau lui-même face à ce qui cherchait à le déstabiliser. Il y a une notion jungienne qui éclaire encore davantage ce phénomène, la synchronicité. Jung a développé ce concept pour désigner des coïncidences significatives, des événements extérieurs qui semblent résonner avec une réalité intérieure d'une façon qui ne peut pas être expliquée par la simple causalité. Ce n'est pas de la magie au sens littéral. C'est une invitation à percevoir une forme de correspondance entre le monde interne et le monde externe, qui échappe à notre logique habituelle de cause à effet. Lorsqu'une personne réalise un rituel avec de l'eau et que dans les jours qui suivent, une situation difficile se résout ou qu'elle se sent étrangement plus légère, plus centrée, plus capable de faire face à ce qui la troublait, Jung ne dirait pas que le rituel a agi magiquement sur le monde extérieur. Il dirait que quelque chose s'est déplacé dans la psyché, qu'un geste symbolique a agi sur la réalité intérieure d'une façon qui a ensuite influencé la façon dont cette personne percevait et habitait le monde. Et c'est là que réside la véritable puissance de ces pratiques anciennes, une puissance qui n'a rien de superstitieux et tout de profondément psychologique. Non pas qu'elles changent le monde par magie, mais elles peuvent changer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. Et ce changement de regard est l'une des forces les plus transformatrices qui existent. Jung le savait mieux que quiconque. La psyché ne connaît pas vraiment la frontière entre le symbolique et le réel. Ce qui se passe dans l'espace intérieur a des conséquences dans l'espace extérieur. Ce que nous imaginons, ce que nous ritualisons, ce à quoi nous donnons forme et intention dans notre monde intérieur finit toujours par trouver une expression dans notre vie concrète. Parler d'ennemis, dans cette lumière, devient donc quelque chose de beaucoup plus nuancé et de beaucoup plus riche. Un ennemi peut être une personne réelle qui nous veut du mal. Mais un ennemi peut aussi être une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptée, un complexe qui continue d'agir contre notre propre épanouissement, une croyance héritée qui nous dit que nous ne méritons pas le bonheur ou le succès, une ombre non intégrée qui projette à l'extérieur tout ce qu'elle n'ose pas regarder à l'intérieur. Et renvoyer la magie et le mal à ses ennemis, dans la perspective jungienne, pourrait bien signifier quelque chose de très différent de ce que l'on imagine au premier abord. Ce n'est pas nécessairement envoyer quelque chose de nuisible vers l'autre. C'est peut-être avant tout cesser d'alimenter ces parties de soi-même qui nous affaiblissent, cesser de projeter sur autrui les ressources que nous n'avons pas encore osé revendiquer comme nôtres, et cesser de croire que notre pouvoir vient de la victoire sur l'autre plutôt que de la réconciliation avec nous-mêmes. Le processus d'individuation, que Jung considérait comme la tâche la plus importante et la plus difficile d'une vie humaine, est précisément ce mouvement, le mouvement vers la totalité, vers une connaissance honnête et courageuse de l'ensemble de ce que nous sommes, le lumineux et l'obscur, le fort et le vulnérable, le conscient et l'inconscient. Ce processus ne se réalise pas en une nuit, et il ne se réalise certainement pas grâce à un rituel unique ou à une révélation soudaine. Il se réalise dans le patient travail de toute une vie, dans l'attention portée aux rêves, dans la réflexion sur les émotions qui surgissent dans les conflits, dans la volonté de poser les questions difficiles plutôt que de chercher les réponses rassurantes. Les rêves occupent une place particulière dans cette exploration. Jung considérait le rêve comme le langage naturel de l'inconscient, une voie royale vers les couches les plus profondes de la psyché. Et il est frappant de constater combien fréquemment l'eau apparaît dans les rêves humains,
dans toutes les cultures et dans toutes les époques. Des océans infinis aux petites mares troubles, des rivières rapides aux puits obscurs, l'eau dans les rêves est presque toujours une invitation à explorer ce qui attend en dessous de la surface de la conscience. Lorsqu'une personne rêve qu'elle crache dans l'eau, ou qu'elle verse quelque chose dans une rivière, ou qu'elle regarde son reflet dans un bassin, ces images méritent d'être explorées avec soin et curiosité, non pas comme des prédictions ou des messages magiques, mais comme des expressions symboliques d'un processus psychique en cours. Il y a dans la tradition populaire une intuition très ancienne selon laquelle ce que l'on dépose dans l'eau voyage loin, atteint des endroits que l'on ne voit pas, revient transformé ou disparaît définitivement. Cette intuition est psychologiquement juste d'une façon remarquable. Ce que nous confions à l'inconscient, ce que nous osons regarder en nous-mêmes au lieu de le projeter à l'extérieur, ce que nous acceptons d'explorer plutôt que de fuir, revient toujours transformé. C'est le sens profond de toute purification par l'eau dans le symbolisme universel. Non pas effacer la réalité, mais la transformer, la voir autrement, l'habiter différemment. Et l'ennemi dans tout cela? Peut-être que la compréhension la plus sage que nous puissions atteindre est celle-ci. Notre plus grand ennemi n'est presque jamais entièrement hors de nous. Il est souvent en grande partie en nous-mêmes, dans les croyances que nous n'avons pas encore remises en question, dans les peurs que nous n'avons pas encore traversées, dans les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptées, dans les blessures que nous n'avons pas encore guéries. Ce n'est pas une façon de nier la réalité des conflits extérieurs. C'est une façon de reconnaître que notre pouvoir véritable réside toujours à l'intérieur et que le travail de connaissance de soi est le seul chemin qui mène à une liberté durable. Renvoyer la magie et le mal à ses ennemis, au sens jungien le plus profond, c'est donc refuser de laisser les projections de la peur gouverner notre vie. C'est reprendre ce que nous avons exilé en l'autre. C'est cesser de peupler le monde extérieur de figures menaçantes qui ne sont souvent que les visages de notre propre ombre non intégrée. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas rapide. Et c'est précisément pour cela que Jung n'a jamais proposé des recettes ou des formules magiques. Il a proposé un chemin, long et courageux, vers la connaissance de soi. Un chemin qui passe par l'honnêteté avec soi-même, par la curiosité envers ses propres profondeurs, par la volonté de transformer la souffrance en compréhension. Il n'y a rien de plus humain que de vouloir se protéger, que de désirer repousser ce qui nous fait du mal, que de chercher dans des gestes symboliques une façon de retrouver son centre et sa force. Et Jung, loin de mépriser ses désirs, les aurait considérés comme des expressions légitimes de la psyché en quête d'équilibre. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite avec ce que ces gestes nous révèlent de nous-mêmes. Est-ce que nous nous arrêtons à la surface du rituel, ou est-ce que nous prenons le temps de plonger dans les eaux plus profondes que ce rituel nous ouvre? Est-ce que nous cherchons seulement à nous défendre de l'extérieur? Ou est-ce que nous trouvons le courage de regarder ce qui, en nous, continue d'attirer les mêmes conflits, les mêmes blessures, les mêmes figures ennemies? La salive dans l'eau, un geste millénaire, une image venue de la nuit des temps, et derrière elle toute la profondeur de la psyché humaine qui cherche à se comprendre, à se protéger, à se transformer, à se réconcilier avec elle-même. C'est peut-être là le plus grand enseignement que nous puissions tirer de la rencontre entre ces pratiques ancestrales et la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, que l'acte le plus magique et le plus efficace qui soit n'est pas celui qui agit sur le monde extérieur, mais celui qui nous transforme de l'intérieur. Que le vrai retournement du mal commence toujours dans les profondeurs de notre propre âme, dans ce courant obscur et vivant que l'eau symbolise depuis toujours. Si quelque chose dans cette exploration a résonné en vous, si l'idée que vos ennemis les plus puissants pourraient aussi être des parties non encore réconciliées de vous-même vous touche ou vous interpelle, prenez un moment pour y réfléchir. Peut-être que la question à se poser n'est pas « comment renvoyer ce mal à l'autre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux découvrir sur moi-même dans ce conflit ?» Ce déplacement de perspective, si humble et si radical à la fois, est le début du chemin dont Jung parlait toute sa vie. Si les idées de Carl Gustav Jung ont éveillé quelque chose en vous aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Cette chaîne est un espace pour ceux qui souhaitent explorer les profondeurs de la psyché humaine, comprendre les symboles cachés dans leur vie quotidienne et avancer vers une existence plus consciente et plus authentique. Laissez un like si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune exploration future et partagez ce contenu avec quelqu'un qui cherche lui aussi à mieux se comprendre. La transformation intérieure la plus durable commence toujours par le courage de regarder dans les eaux profondes de soi-même.